Dans cet audio, je vais réexpliquer un certain nombre de choses concernant les figures de style dans le poème Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, qui est un poème que Rimbaud avait écrit en 1870, à une époque où il y avait une guerre franco-prusse. Alors je commence par lire le texte. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Tiens, alors, je vais regarder et analyser avec vous, pour vous, les figures de style dans les différentes strophes. Alors, je commence. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Donc là, le trou de verdure, on peut dire que c'est une métaphore qui va désigner un val, le val dans lequel se trouve le dormeur. Mais une fois qu'on a lu tout le poème, on se rend compte qu'il ne fait pas que dormir, malheureusement il est mort. Donc ce trou de verdure peut aussi désigner son tombeau. Et on voit dès ce premier vers que ce qui va dominer dans ce texte, c'est l'ambiguïté entre la vie et la mort. C'est-à-dire, est-ce qu'il dort ? Est-ce qu'il est mort ? Voilà, c'est cette ambiguïté qui se contraste entre une nature paisible et une réalité tragique qui fait tout le sel de ce poème, c'est-à-dire tout son intérêt, toute sa beauté. Où chante une rivière ? Alors, on a une figure de style ici avec le verbe chanter qui est une personnification. Cette personnification, elle a pour objectif de donner l'image d'une nature joyeuse, rassurante, tranquille. Vraiment une ambiance bucolique. Bucolique, c'est un adjectif qui renvoie à la campagne, mais aux aspects joyeux de la campagne, c'est-à-dire les petites fleurs, les oiseaux, la montagne, vraiment des éléments très agréables. Alors, donc c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Et là, on peut se poser la question sur le terme haillon. Qu'est-ce qu'il désigne ? Il peut d'abord être considéré comme une métaphore, c'est-à-dire ça peut être par exemple des petites gouttes de pluie qui sont sur l'herbe et puis avec le soleil, ça a un côté des reflets argentés. Et là, on peut dire que c'est comme des haillons. Je vous rappelle que des haillons, ce sont des vêtements déchirés, des vêtements en lambeaux. Mais des haillons, ça peut être pris aussi au sens propre, c'est-à-dire ça peut désigner les vêtements du jeune soldat qui ont été déchirés sous l'effet de l'attaque des armes. Alors, où le soleil de la montagne fière, lui. Qualifier la montagne de montagne fière, c'est pour montrer encore une fois cette présence très forte de la nature un peu maternelle. Bon, mais une montagne fière, c'est aussi une montagne très haute. Donc là, on a une figure de style qui est une personnification. La personnification porte sur l'adjectif fier. C'est un petit Val qui mousse de rayons. Le verbe mousser, on a une métaphore verbale pour indiquer encore une fois si la lumière, les rayons de soleil sont comme de la mousse. C'est encore une fois le côté tranquille, lumineux, paisible. Ce côté lumineux, bien sûr, il contraste très fortement avec le côté obscur, sombre et tragique de la mort du soldat. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. Alors, on a un procédé d'écriture qui n'est pas une figure de style à proprement parler, mais bien un procédé d'écriture. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque. Donc, c'est ce qu'on appelle une énumération. Et là, elle est intéressante, cette énumération, parce qu'on voit que le soldat n'est pas considéré comme... n'est pas décrit dans son entièreté comme un individu à part entière, ayant encore tous ses membres. Peut-être que... on sait qu'il a 2 trous rouges au côté droit, on ne sait pas dans quel état est malheureusement son cadavre. Alors, on peut appeler ça une énumération. On peut aussi éventuellement qualifier ça de synecdoque, mais ce serait pas très juste.
On parlerait plutôt de vision synecdochique. Synecdochique, c'est un adjectif qui est formé sur le nom synecdoque. Synecdoque, de la partie pour le tout, par exemple. Donc une vision synecdochique, c'est quand on parle de quelque chose ou de quelqu'un en mentionnant différents aspects qui le composent. Ça veut dire que peut-être le regard ne sait pas sur quoi il faut se poser, sa bouche, sa tête, sa nuque. Alors la mention de la tête nue, on voit tout le travail d'écriture du jeune Rimbaud quand il écrit ce texte, parce que la tête nue, c'est important. On comprend que c'est un soldat, donc un soldat, quand il est dans sa fonction de soldat, il n'est pas tête nue, il a un casque. S'il est tête nue, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tellement normal. Donc soit il se repose, il dort, soit effectivement il est mort. Alors, la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue. Je vous rappelle que sous la nue, ça veut dire sous les nuages. Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Donc cette pâleur, ça peut être la pâleur du sommeil. On ne sait pas encore à ce stade de la lecture, mais on sait aussi que ça peut être la pâleur de la mort. Alors son lit vert, métaphore. Une métaphore très importante et très intéressante parce qu'elle nous dit à quel point la nature est accueillante puisqu'elle lui fait un lit. Vert, c'est le vert de l'herbe bien sûr. Où la lumière pleut, encore une fois il insiste, vous voyez avec mousse de rayon à la strophe précédente, là on a la lumière pleut, le verbe pleuvoir, d'habitude le verbe pleuvoir il peut avoir qu'un seul sujet, c'est ce qu'on appelle un verbe météorologique, le seul sujet possible pour le verbe pleuvoir c'est il, donc si on utilise un autre mot que il comme sujet de pleu, ça forme vraiment une figure de style, puisque je vous ai déjà défini ça. Une figure de style, c'est un écart de langage, un écart par rapport à une norme de langage, pour créer quelque chose de beau, d'esthétique, d'artistique. Donc, quand on lit que ça, la lumière pleut, on imagine vraiment beaucoup de lumière. Il est baigné dans la lumière, et malheureusement, il est dans l'obscurité de la mort. 3e strophe. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade. Alors encore une fois, on nous dit qu'il dort. Juste avant, il était tendu dans l'herbe, voilà, il est dans un lit vert. Maintenant, on nous dit clairement il dort. Donc il dort, en figure de style, on va dire que c'est un euphémisme. Je vous rappelle qu'un euphémisme, c'est une figure de style qui sert à atténuer une réalité brutale. Et on peut dire que tout ce poème, en lui tout seul, en lui-même, est un euphémisme. Rien que le titre, le dormeur du Val, il ne dort pas, il est mort. Donc, atténuer une réalité brutale, justement, en disant « il dort ». Souriant comme sourirait un enfant malade, on a comme sourirait, donc avec comme, on a une comparaison. Donc, je vous rappelle que métaphore, comparaison, personnification, ça fait partie de ce qu'on appelle des figures d'analogie. Une analogie, c'est quand on va essayer de trouver des points communs entre deux choses, entre deux personnes, entre deux entités, etc. C'est un peu comme une comparaison. Bon. Sauf qu'une comparaison, c'est vraiment avec le mot comme ou avec pareil à ou bien tel que. Si il avait écrit que ce jeune homme était un enfant malade, là, ça aurait été une métaphore, parce qu'il n'est pas vraiment un enfant malade. Mais si on dit qu'il sourit comme sourirait un enfant malade, là, cette fois-ci, on a vraiment une comparaison. Une comparaison qui vise à montrer toute la jeunesse de ce soldat. On nous dit au début qu'il est jeune, quelque part, c'est encore un enfant. Et puis aussi pour susciter un petit peu la pitié devant lui, devant ce spectacle triste de l'enfant malade, du soldat mort, en fait. Je voulais aussi attirer votre attention sur souriant, sourirait. C'est le verbe sourire dans les deux cas. Alors, on n'a pas encore vu cette figure de style en classe, mais donc je vous mentionne ça comme ça. C'est ce qu'on appelle une exposition. Une exposition, c'est quand on va utiliser un terme sous deux formes grammaticales différentes. Alors, ensuite, il écrit « Nature berce le chaudement, il a froid ». Donc, dans ce vers-là, « Nature berce le chaudement », nous avons un procédé d'écriture qui est l'apostrophe. Je vous rappelle qu'un apostrophe, c'est quand on interpelle quelqu'un. Et la figure de style, c'est une personnification de la nature. Et plus précisément ici, donc la nature est personnifiée puisqu'on peut s'adresser à elle. Et on peut dire également qu'il s'agit d'une allégorie. Une allégorie, c'est la personnification d'une entité abstraite, de la nature, d'une idée, etc., etc.
Donc là, cette personnification de la nature, cette allégorie, le fait d'apostropher aussi la nature, apostropher la nature, c'est s'adresser à elle, hein, c'est vraiment pour montrer le côté un peu la nature maternelle, quoi. Elle a un petit peu ce rôle maternel protecteur. Hein. D'où le verbe suivant, berce-le chaudement à l'impératif. Berce-le chaudement, il a froid. Donc là, on remarque bien l'antithèse entre le chaudement, il a froid. Bien sûr qu'il a froid, ben, c'est pas le froid simplement de l'enfant malade, hein, c'est le froid de la mort. Ensuite, les parfums ne font pas frissonner sa narine. Alors là aussi, on est dans un grand euphémisme. Hein, effectivement, c'est une façon de dire il ne respire plus. Il est mort, donc même les parfums, bien sûr, ils ne les sont plus. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Hein, toujours, encore une fois, ce côté, cette présence très forte de l'euphémisme. Il dort dans le soleil. Hein. Pour montrer le contraste entre la mort, encore une fois, et le soleil éclatant. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Là aussi, c'est encore un euphémisme puisque c'est une façon de ne pas dire qu'il a reçu 2 balles dans le ventre. Voilà. Donc là, bon, ce que j'ai fait là, c'est pas une explication linéaire à 100%.